bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT. War Games. Salut les marques et salut les smarts, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch à grosses gouttes d'huiles essentielles. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE, mais pas que, puisque nous y incluons également la All Elite Wrestling. Vous connaissez le concept de catch-up, vous êtes venus, vous êtes tous là. Préparez votre trousse à pharmacie. On est réunis pour la baston du mercredi entre la IW et la NXT. Je suis votre dinosaure, que dis-je ? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris from Team Catch-Up. Et mon tag team partner of the day pour commenter cette bagarre, cette baston, c'est un autre chroniqueur solide sur les appuis, le Papy. Comment ça va, Papy ? Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, ça va et toi ? T'es prêt à te bastonner ? En pleine forme, ah ouais, prêt pour une baston du mercredi. Alors un peu particulière parce que c'est une baston du mercredi qui se déroule aussi le jeudi, puisque la IW a dû délocaliser au jeudi son show en raison des playoffs NBA qui, dans l'intervalle, ont été boycottés. J'espère que vous allez suivre tout le truc. Donc la NBA s'est arrêtée, mais du coup la Dynamite n'a pas pu se remettre comme il fallait. Donc ils sont restés au jeudi. Donc on a NXT le mercredi. On a Dynamite le jeudi, ça fait qu'on n'a pas de bagarre de ratings véritablement, mais on a quand même un bon combat entre les deux promotions. Concernant notre scoring au niveau de catch-up sur la fameuse baston du mercredi, c'est aujourd'hui notre 13e édition, mon papy, c'est le numéro 13. Bonheur au malheur. Oh oui, grosse baston sous le signe du 13. Donc du coup, au niveau du score, on en est à l'AEW mène avec 6 victoires. La NXT suit avec 4 victoires et on a 2 matchs nuls. Donc dans ce 13e épisode, nous allons savoir qui va gagner cette baston du mercredi entre la AEW et la NXT. On va commencer par le vainqueur de notre dernière baston. C'était en l'occurrence la NXT. Et donc on attaque immédiatement, les amis, la review de NXT. Alors ce NXT, c'est le 418e épisode. Il se passe à la Full Sail University. Et on va attaquer avec d'entrée, mon papy, un match de NXT de NXT Tag Team avec les Breezango, avec Imperium, donc les champions en titre. Donc Breezango au préalable, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on rappelle un peu ce qui s'est passé au préalable, qui avait gagné un match pour devenir les number one contenders de la Tag Team Division. Si on va avoir un match de 15 minutes 17, voilà, gros opener pour NXT. Je rappelle que NXT, le mercredi, c'est un weekly. Donc, du coup, quand même, on part avec le premier match opener. Alors, j'ai volontairement pas parlé du segment du début. On va d'abord dérouler un peu sur les matchs et puis on va revenir avec le papy plus sérieusement sur cette affaire de l'opener. Alors, papy, on parle de catch. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 15 minutes 17 là, d'entrée au niveau du rythme du match? Est-ce que tu as senti ça comment? Ah moi j'étais ravi parce que bon, j'ai toujours eu une petite tendresse pour les Breezango parce que j'aime bien les 2 catcheurs et puis même je les ai déjà vus en interview en dehors du catch ou alors même sur la chaîne de game de Xavier Wood, on voit souvent Tyler Breeze et bon ils ont l'air plutôt sympas et j'ai toujours trouvé qu'ils déconnaient, enfin, ils savaient déconner mais en même temps, mettre le point sur la table quand il fallait au niveau du ring et là c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait, j'ai trouvé un super match. Bien enlevé et puis voilà, ils redeviennent sérieux, ils prennent leur premier titre aussi chacun des 2 je crois, Eh oui. dans la WWE. Surtout pour je pense à Fandango qui est là quand même depuis un paquet d'années maintenant, et donc voilà, je suis super content pour eux et j'ai passé un super moment parce que c'était dynamique et en fait tu vois, on pourrait se dire: «Ah c'est des comiques qui prennent ceinture», mais non, c'était vraiment des challengers sérieux. Ils l'ont pris de manière tout à fait logique leur ceinture, donc bravo à eux. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'était un bon match, franchement c'était intense, il y avait une bonne alchimie. Tyler Breeze a vachement brillé quoi, notamment avec le Enzugiri, qui colle sur Fabian Aichner là, qui est fouf, qu'on voit bien.
Mais voilà, Breeze, il place un paquet de super kicks, quoi. C'était super kick party pour Tyler Breeze. Et c'est finalement Fandango qui va terminer le match avec son leg drop pour la victoire. Donc, quand même, grosse surprise malgré tout. En weekly, les Breezango prennent le titre Imperium qu'ils détenaient depuis un bon moment maintenant. Bon, je pense que les deux, l'Italien et l'Allemand, sont un peu en perte de vitesse du fait de l'absence de Walter, et ça pèse. Et Il va partir à je pense NXT UK que peut-être. ouais, en plus pour un retour à NXT UK. Et puis je pense que c'est aussi une bonne respiration pour la Tag Team Division du coup là. Donc non, vraiment un bon match là, franchement, vraiment moi aussi complètement satisfait de cet opener catchesque. Et, euh, et voilà, donc ça commence sur les chapeaux de roue NXT. Derrière, on aura une petite interview de Damien Priest pour célébrer un peu, voilà, parler de sa victoire pour du North American Championship. Pendant qu'il fait ça, il va être interrompu par Timothy Thatcher qui vient direct se mettre au contact et qui va défier directement Damien Priest, quoi. Et d'ailleurs lui parler, lui dire qu'il est un peu pauvre techniquement, quoi, qu'il va lui montrer un peu ce que c'est. Mais bon, il n'y a pas d'intimidation du champion. Mais voilà, on part sur une rivalité entre Damien Priest et Thatcher. Ça te colle comme rivalité, ça? Ah ouais, je pense que ça peut envoyer du steak comme on l'aime dans le ring. Par contre, Thatcher, le pauvre, j'ai peur qu'il se reprenne encore une nouvelle défaite. Et j'ai l'impression que depuis qu'il a battu Matt Riddle, il a fait qu'enchaîner les défaites derrière, quoi. C'est un Mais peu bon, ça. c'est bon. Après, voilà. Non, par contre, dans le ring, il est toujours satisfaisant. Donc, bien sûr que contre Priest, qui est aussi très bien, c'est le genre de confrontation qui donne envie. Ouais. Donc derrière, on va avoir le retour de Tommaso Ciampa. Alors ça va être un retour quand même assez express. Accrochez vos ceintures, les amis, parce que Tommaso Ciampa fait son comeback à NXT pour un match, un single match face à Jack Atlas. Le match va durer 51 secondes, voilà. Donc en moins d'une minute, le Willow Bell DDT, le pauvre Jack Atlas, voilà. Écoute, je crois que ça s'est très mal passé pour lui parce que derrière Tommaso Ciampa a continué les assauts, a continué à fracasser le pauvre Jack Atlas. Ça va forcer les officiels à intervenir. Ça va pas empêcher Ciampa de balancer Atlas sur les marches, sur les escaliers. Et après, le mec est déplacé sur la civière. Et Ciampa, il revient à la charge et il porte une nouvelle fois son finisher. Voilà, ça calme l'arrivée de Tommaso Ciampa, papy. Ouais, un petit leader des familles, je pense. Voilà, il a passé plus de temps à le frapper après le match que pendant le match. Donc, Voilà. c'est juste pour nous le réintroduire en disant attention, ce monsieur est méchant. Ouais, voilà. Donc on aura eu un post-match, effectivement, qui aura été plus long que le match en lui-même, quoi. Donc voilà, mais retour du Tommaso Ciampa. Donc on sait que ça déménage quand le barbu est de retour, quoi. Derrière, on aura quoi? Derrière, on va avoir du package vidéo avec Candice LeRae qui va nous parler de Tegan Nox. Elles sont un peu en bisbise en ce moment. Elles étaient des grandes copines. Elles ne le sont plus. Donc voilà, on utilise un peu ça. Bon, alors j'ai envie de dire un peu OSEF. Et j'allais le dire, je m'en fous Voilà, complètement. je le sentais tellement venir fort de ta part que Bien anticipé. j'ai anticipé l'affaire. On va avoir Bronson Reed aussi qui va être interrogé par rapport à Timothy Thatcher parce que lui aussi, il fait partie un peu de la course du North American Championship. Il était du ladder match à TakeOver. Voilà, donc pour lui, les mecs ont de l'ambition, ça colle, ça passe, mais il considère que c'est lui qui est légitime face à Priest parce qu'il l'a déjà battu et c'est vrai, ça s'est passé le 12 août, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, on a un revenant puisqu'on a Austin Theory qui va arriver par derrière et qui va proposer de donner des conseils à ceux qui sont intéressés. Il va un peu jouer le vantard, dire qu'il a participé à WrestleMania à seulement 22 ans. Mais Bronson Reed va lui coller une gifle, les amis, mais alors, une gifle des familles. Alors, Voilà. Papy, Yes. Candice LeRae et Tegan Nox s'est évacué. Bronson Voilà. Reed, Timothy Thatcher, Damian Priest, Austin Theory, tout ça, tu trouves que ça sent bon pour le North American Championship? Alors ça sent bon pour le North American Championship, par contre ça sent pas bon pour Austin Theory parce que là, c'est rebouffé par les 3 autres. Et la crevette face aux 3 mastodontes là, ça risque d'être un peu violent pour lui. Et ben c'est pas plus mal. Il y a une tête à claque, là, il va en prendre plein la gueule. Ça fait toujours plaisir, moi, quand une tête à claque se prend un gros baraquet en face. Et donc effectivement, le retour d'Austin Theory qu'on annonçait en off plutôt suspendu, si j'ai bien compris. Et puis là, qui revient, du coup, qui a eu le droit à une petite rétrogradation, j'ai l'impression, suite à sa suspension, si je lis bien entre les lignes. Et Ouais, c'est ça, ouais. mais par contre, ça me fait penser, alors je sais pas si tu le gardes pour la fin, mais on a eu un autre retour aussi en tout début de show, aux commentaires. Ah oui, ah bah écoute, ça, non, je le gardais pas pour la fin.
Effectivement, tu as tout à fait raison. Effectivement, l'épisode a été un peu spécial puisque on a un retour. Et ce retour, il se passe à la table des commentateurs. Et c'est autre que Bad News Wade Barrett qui est de retour aux commentaires à NXT. Il était accompagné de Vic Joseph avec Beth Phoenix. C'était plutôt sympa, ça. Ouais, plutôt, moi j'ai bien aimé ses commentaires pour le coup. Franchement, il a bien fait le truc. Et puis la bonne nouvelle, c'est bon, il le dira un peu plus tard dans le show, c'est qu'a priori, ça serait peut-être pas qu'un one shot, il serait peut-être encore là la semaine prochaine. Donc, moi, ça me fait plaisir parce que j'ai bien Ouais, aimé ouais. son passage. Il a confirmé sur Twitter qu'il allait super rester. nouvelle. Ouais, il l'a confirmé. Il l'a confirmé sur les réseaux sociaux qu'il allait rester. Donc, ouais, super nouvelle. Il a une voix qui passe super bien. Il est clair, il est limpide à écouter. Ça change de Jim Ross à la All Elite Wrestling. Ah, bah on en reparlera là, parce que là, Ou de- j'ai envie de me claquer la tête contre le mur. Mais vas-y, Ah, ça y est, ça commence la bagarre. ils sont Alors, NXT. voilà. Bon, du coup, derrière, on va avoir un segment féminin avec Mia Yim qui se prépare à affronter Mercedes Martinez. Mais il y a Robert Stone et Aliyah qui vont venir l'interrompre. Et Stone va lui dire que du coup, il va pas laisser Martinez la combattre après ce que Rhea Ripley lui avait fait la semaine dernière, parce que Martinez s'était fait tabasser par Rhea Ripley. Et du coup, c'est Shotzi Blackheart qui déboule sur le titrenton et qui roule encore sur Robert Stone, qui lui pète pour la 4e fois la cheville. Du coup, c'est Shotzi Blackheart, pardon, c'est difficile. Shotzi Blackheart va battre Mia Yim dans un match de 4 minutes 30, donc un match quand même extrêmement expédié, qui va voir la Sud-Coréenne prendre pas mal de coups au départ, mais finalement il va y avoir une back suplex, une senton, et puis voilà, victoire de Shotzi, petite victoire, hein, papy. Ouais, petite victoire. Ça se finit avec une Mia Yim qui, au début, c'est toutes les deux copines, et puis ça se finit avec une Mia Yim qui est un petit peu dégoûtée d'avoir perdu, si j'ai bien compris son regard. Mais par contre, ouais, moi, je suis pas, pour l'instant, en tout cas, je suis pas un grand fan de Shotzi Blackheart, en fait. Je trouve que Ouais, elle a, moi, comment dire, on en fait limite trop par rapport à sa personnalité, par rapport à ce qu'elle ramène pour l'instant dans le ring, en fait. Et donc, voilà, j'aimerais peut-être que dans quelques mois, quelques années, ça se passera mieux. Mais là, pour l'instant, je raffole pas de la voir dans le ring, hein. donc on va terminer avec au niveau des filles, puisqu'il va y avoir une interaction avec Dakota Kai et Raquel Gonzalez qui vont être interrogées à propos du match par équipe qu'elles vont avoir plus tard contre Yoshira et Rhea Ripley. Voilà, clairement la néo-zélandaise, ça les dérange pas. Elles sont une vraie équipe, elles vont péter la gueule à Ripley et à Shirai, qui s'aiment pas vraiment beaucoup. Donc voilà, donc pour Dakota Kai, elle mérite toujours de gagner le titre, hein. Et Gonzalez, elle de l'autre côté, elle nous dit que voilà, Ripley elle a fait l'erreur de se mettre sur sa route et que donc ça va chier. Donc il va y avoir une sorte de rivalité croisée entre Gonzalez et Ripley et Dakota Kai et Yoshira. Il y avait tout ça avec au milieu le titre NXT féminin. T'en penses quoi de ça? Ouais, bah alors c'est le prolongement un peu de ce qui s'est passé à TakeOver avec le match entre Shirai et Dakota Kai. C'est la transition, comme on en parle à TakeOver, ils sont en train de reconstruire un peu la division féminine pour moi. Donc, voilà, ça continue un peu le truc. Là, il y a pas vraiment de main eventer chez les filles. Enfin, si, il y a Yoshirai et et la grande, les Rhea Ripley. Mais à part elles 2, elles sont un peu toutes seules. Donc c'est bien de mettre d'autres gens à leur côté pour essayer un peu de construire d'autres rivalités et d'équilibrer un peu le roster féminin. Là, il y a vraiment trop de filles tout en haut et tout le reste tout en bas. Donc, c'est bien d'équilibrer un peu, quoi. Ok. Alors là, du coup, on est à mi-show et il va y avoir un segment important avec William Regal, ce qui va me faire rebondir immédiatement sur ce qui s'est passé en toute ouverture du show, Mais que c'est-à-dire s'est-il avant passé? le match tag team. Mais que s'est-il passé? Eh bien, figurez-vous, les amis, que TakeOver, ça a laissé des traces. Puisqu'on a un récapitulatif du show de TakeOver 30 au tout départ, et le show va démarrer réellement avec l'arrivée de Scarlett et de Karrion Kross. Le champion NXT va choper le mic, et il nous dit qu'il a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il allait faire, et on a bien pu le vérifier. Et malheureusement pour lui, il a l'épaule bloquée. Et donc, du coup, les officiels vont lui interdire tout simplement de combattre avec une telle blessure. Et ce qui fait que Karrion Kross va être obligé de poser la ceinture sur le ring et de déclarer vacant le titre NXT. Voilà. Pour lui, ça va rien changer. La fin est inexorable. Il va revenir. Le Doomsday is coming. Donc, pas d'inquiétude. Karrion Kross, on le reverra bien. Voilà, pas de chance pour un mec qui a fait une arrivée totalement fracassante dans le roster de NXT, qui gagne le titre face à Kisti.
et qui est obligé de rendre le titre vacant. Derrière ça, on voit une réunion, on voit un segment backstage réunion où il y a Triple H, les Pontes, Alberts, Regal, etc. qui décident du titre NXT. Et voilà, dans ce fameux milieu de show, William Regal qui va nous annoncer qu'il va révéler les plans pour le titre. Donc il est sur le ring avec le titre NXT. Il souhaite à Karrion Kross de bien se remettre, voilà, un patron bienveillant. Il fait savoir au CHSCT qu'il faut prendre tous les soins qu'il faut à propos de Karrion Kross. Et il nous explique que mardi prochain, oui, parce que NXT, c'est toujours le bordel, ça va être diffusé mardi prochain et non pas mercredi. Et ben, 4 anciens champions vont être opposés pour gagner le titre. Et là, les amis, le line-up, William Regal nous annonce que Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Adam Cole et Finn Balor vont s'affronter dans un Fatal 4-Way 60 minutes Iron Man match. Alors là, mon papy, cet Iron Man match, là, 60 minutes, Fatal 4-Way avec un homme que tu détestes, en l'occurrence Johnny Gargano, et les trois. Oui. T'en penses quoi de tout ça? Bah, déjà, la blessure de Karrion Kross, quoi. Alors, on va commencer par la blessure de Karrion Kross. Je trouve que c'est mal tombé en fait pour NXT parce que là, ils perdent Keith Lee qui monte à étage supérieur. Et il avait profité de sa défaite pour booster Karrion Kross. Et puis lui aussi, il est tout de suite out, quoi. Si on ajoute en plus Dexter Lumis là, qui s'est blessé juste avant le takeover, ça fait comme 3 mecs qui étaient plutôt bien en train sur la bonne vibe, on va dire, de NXT qui se retrouvent plus utilisables dans le roster jaune et noir. Donc c'est pas de bol et j'espère que pour Karrion Kross, ça ne durera pas trop longtemps, qu'il réussira à revenir en étant toujours assez haut, quoi. Et pour le Fatal 4-Way, je suis partagé, je suis vachement partagé en fait. D'une part parce que bon, le Fatal 4-Way, ça va, comment dire, 60 minutes Iron Match, ça va être je pense que ça va être bien parce que c'est des mecs qui se connaissent parfaitement. Ça va aller en tous les sens. J'espère que Gargano va perdre. Franchement, faut vraiment espérer ça. Mais voilà, donc je pense qu'ils vont savoir le faire. J'ai pas trop de doute là-dessus. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est, tu vois, on passe d'un takeover avec Keith Lee versus Karrion Kross. Tu les visualises bien là, les deux là. Ouais. Et ensuite, tu passes à Adam Cole, Bah ouais. Johnny Gargano, comment il s'appelle Finn Balor. Finn Balor, et c'est le 4e que j'ai oublié. Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa, désolé pour lui. Pourtant, je l'aime bien, il m'est sorti de la tête. Est-ce que tu vois la différence Ah ouais, je physique, comprends bien. Ouais. le truc, non, mais... Je pense qu'il y a autant de poids avec les 4 qu'avec les 2 autres. Mais bon. Ouais, je suis d'accord avec ça. Voilà, c'est clair qu'on est passé d'un extrême à un autre, quoi. Alors du coup, j'espère sincèrement que c'est Finn Balor qui a raflé la mise. Je dis tout de suite mon choix parce que pour le coup, je pense que parmi les 4, c'est vraiment celui qui incarne le mec un peu au-dessus, tu vois, le mec qui a connu le main roster, qui est champion universel. Et alors, il est pas beaucoup plus grand, mais je me dis que il a l'air en tout cas de dégager autre chose que les 3 autres. Mais bon, après on verra. Hein, mais on peut leur donner à leur décharge qu'ils ont essayé quand même d'organiser un espèce de match All-Star NXT. C'est ça. C'est pour ça que je suis partagé, c'est qu'en même temps, le choix de mettre les 4 anciens champions, c'est tout à fait logique en fait. Là, pour le coup, même on a beau aimer, pas aimer, ils ont le CV pour être légitimes pour ce match-là. Voilà, ouais. Donc c'est clair que ça fait une belle affiche, mais c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que passer il y a une semaine à un main event entre deux colosses immenses comme Karrion Kross et Keith Lee, puis tout d'un coup se retrouver avec un Fatal 4-Way Cruiserweight, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Je suis assez d'accord. Mais voilà, bon, la faute a pas de chance. On peut pas leur reprocher pour le coup d'avoir dû booker un truc à l'arrache à toute vitesse. Voilà, t'as le mec qui se disloque l'épaule le dimanche, t'as un show le mercredi. Bon, voilà, c'est un peu la faute à pas de chance, c'est arrivé. Finn Balor connaît ça hein, pour le titre universel, hein, pareil, il s'était disloqué l'épaule. C'est ça. Donc c'est un petit peu la même situation, quoi. Ouais, là on a décapité NXT là en 2 jours de temps, donc en forcément 2 jours, c'est pas facile. Hein. Voilà, ouais. En 48 heures, effectivement, NXT aura été complètement décapité de ses main eventers et de son champion en titre, tout simplement. Alors, derrière, voilà, ça c'était la grosse annonce concernant le NXT Championship. Voilà, le titre est vacant. Voilà, vacant et nommé champion.
Enfin, Voilà. À nouveau, hein, parce que Vacant est souvent champion. Hein, il a déjà pris le titre féminin de Raw, et puis maintenant Oh, il il a prend le titre NXT. Oh oui, oui, il prend souvent des titres. Hein, quoi. Lui, il y va. Vacant, il est rarement au chômage. Alors, derrière, on va avoir un autre match pour un championnat à NXT, un NXT assez dense en fait. Et puisqu'on va avoir un NXT Cruiserweight Title Match, et on va avoir un match entre le champion en titre Santos Escobar qui va affronter Isaiah Scott. Et on va avoir un match de quasiment 17 minutes. Alors un match qui a l'air de faire beaucoup débat de ce que j'ai pu lire depuis quelques jours. Jusqu'à présent, Isaiah Scott était le seul à avoir battu Santos Escobar en 1 contre 1 avant le match de championnat de ce mercredi. On va avoir un match plutôt équilibré, mais finalement, le Mexicain est chaud. Il a toujours Joaquin Wilde et Raúl Mendoza qui sont ringside. Le Mexicain va réussir à passer son headbutt. Il va faire une espèce de ruse en portant un masque finalement pour le retirer et puis aller cogner le Isaiah Scott. Beaucoup de voltige dans ce match-là, assez incroyable. Comme du coup, ils avaient 17 minutes, les gars, quoi. Donc, du coup, je crois qu'ils s'en sont donnés à cœur joie et peut-être un peu trop parfois. Finalement, les mecs de Santos Escobar sont intervenus. Ça a forcé les Breezango qui sont venus s'ajouter à la fête et qui sont venus faire le ménage dans le ring. Du coup, victoire de Santos Escobar face à Isaiah Scott. Il conserve le titre. Voilà, c'était un match étonnamment long. Et finalement, j'ai pas eu la sensation, en tout cas moi, que ça avait apporté grand-chose. T'en as pensé quoi, papy, toi, de ça? Et voici les artistes du cirque. Et voici Monsieur Escobar qui prend le trapèze et qui saute dans l'anneau. Attrapez Monsieur Scott. Les voici, les voilà. Ils sont magiques, ils sont magiques, ils sont chiants. Ils sont chiants. J'aime pas du tout, moi, ces gens qui sautent dans tous les sens et que t'as même pas l'impression qu'ils essaient de se battre l'un l'autre. Ils ont juste envie de faire des chorégraphies à deux, là. Mais si je voulais regarder du patinage artistique, je mettrais Nelson Montfort et Candeloro. Je regarderais pas NXT. Mais c'est quoi ça? Bouh, bouh, j'ai pas aimé du tout. D'accord. Mais Donc bon. pour toi, c'était trop Cirque du Soleil, quoi. Ouais, non, je suis bon, après c'est peut-être une différence d'appréciation du style. Moi, sincèrement, j'ai rien contre tout ce qui est luchador, tout ça, mais j'aime bien quand ils essaient de faire mal à l'adversaire, tu vois? Là, j'ai vraiment l'impression qu'ils essaient de faire des prises à 2 en fait, et enfin, tu vois? Qui s'accompagnaient l'un l'autre. Donc voilà, j'ai pas du tout apprécié. Le finish en fait, si j'ai bien compris, c'est Escobar qui met un masque, renforcé, au niveau de la tempe et Ouais, ouais. du front, et qui du coup, quand il met un coup de boule, ça assomme l'autre. Mais après c'est ouais, c'est peut-être, Ouais. Swerve Scott qui fait cet effet-là. Parce que moi, ça fait plusieurs matchs que je le vois, et plusieurs matchs que j'ai pas l'impression qu'il catche vraiment, en fait. J'ai l'impression qu'il fait de la danse contemporaine, ou je sais pas ce qu'il fait. Mais ses coups de pied, il les pose juste sur le front, tu vois? C'est: «Hop, je vais te toucher». Il joue à touche-touche, en fait, tu vois? Il essaie pas de faire mal. Il y a aucun impact dans ses coups, et sincèrement, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, donc moi, j'ai pas du tout aimé ce match-là, et j'en ressors, pas dégoûté parce que j'attendais pas grand-chose, mais en tout cas pas satisfait. Ouais, alors je crois qu'il y avait un de nos amis Discorders qui avait comparé ça à un championnat du monde de gymnastique. Ah, c'est moi aussi. C'est toi le Discord. J'avais pas fait gaffe. C'était qui avait fait cette remarque. Et moi, j'avais trouvé ça assez parlant. Et effectivement, 17 minutes pour nous offrir un truc comme ça, c'était peut-être quelque part aussi trop lucha libre. À l'arrivée, on avait un affrontement entre King Cuerno et Killshot de la lucha underground, mais pas du tout dans les mêmes conditions, pas dans le même genre de rivalité et pas filmé de la même manière. Donc ça n'avait rien à voir. Et même moi, qui suis pourtant un aficionado de la lucha libre, j'aurais retiré au moins 5 ou 6 minutes de match. Parce qu'il n'y avait Ouais. pas besoin, pour nous faire une telle démonstration, de nous mettre 17 minutes. Alors effectivement, il y a les interventions des Breezango et tout ça, et de Wild et Mendoza, mais ça suffisait pas pour rendre ce match assez attractif. Et puis, moi, c'est ce que je t'ai dit à la fin, en fait, c'est que moi, en plus, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de raconté derrière ça, quoi. Ah non, en fait, au Voilà. final, ça se finit juste par l'entourloupe du masque, et tu te demandes pourquoi ils ont fait tout ce qu'ils ont fait avant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, ça a gâché un peu le truc. Et effectivement, c'était pas un match. Voilà, c'est plutôt long pour ce que c'était. Et ils auraient pu nous apporter quelque chose d'un peu plus péchu. Mais toi, Voilà, justement, qui pour le. connais Scott, Sir Scott, il est
il a toujours été comme ça ou parce que j'ai vraiment l'impression qu'il met pas d'impact dans ses coups, moi. Bah, je sais pas, bah déjà, ouais, il est beaucoup, beaucoup moins stiff que ce qu'il était à la Lucha Underground, où il catchait masqué et où il avait un rôle complètement différent, quoi. C'était pas du tout pareil. Il avait un personnage de mec qui était un ancien soldat, voilà, c'était complètement différent. De toute façon, il était utilisé d'une manière différente. Moi, je suis pas un fan de comment ils se servent de Swerve Scott jusqu'à présent, donc. Ouais, je suis un peu déçu par ce passage pour l'instant. Mais même Santos Escobar, moi, je préférais le personnage de King Cuerno, pardon, ou de Hiro del Fantasma. Sur le coup, ça m'a pas super emballé l'idée de le passer en Santos Escobar et qu'il retire le masque. Quand j'ai vu qu'il le mettait à la tête d'un clan, eh ben ok, là pourquoi pas dans ces cas-là. Mais faut qu'il nous propose des rivalités un peu plus péchues, là, franchement. Voilà, le clan il fait rien du tout à part Ouais, affronter les ouais, ouais. Breezango et soit Dave Maverick, soit Swerve Scott. Y a pas grand Ouais, chose ouais, derrière. c'est tout. Ouais, non, il y a pas assez de choses derrière. Il va falloir qu'il bosse un peu plus ça. Yep. Ensuite, on va avoir un autre match puisque la semaine dernière, Drake Maverick avait été attaqué par l'Undisputed Era. Il avait lancé un défi à n'importe lequel membre du groupe. Et du coup, c'est O'Reilly qui a relevé le truc. Quand la cloche va sonner, Maverick il va se jeter sur le O'Reilly. Il va se débarrasser aussi, je ne sais par quel miracle, de Strong et de Bobby Fish avec un somersault de plancha là. Donc le Drake Maverick, comme il a un petit gabarit, c'est le genre de prise qui passe plutôt bien. Mais il va être pris de vitesse quand même par le retour sur le ring et puis par O'Reilly qui est quand même largement supérieur et largement plus puissant. Donc il va lui appliquer son Achille Lock qui va modifier en heel hook. Une bonne prise de bon méchant heel pour la victoire. C'est un match qui aura été extrêmement rapide pour le coup, 3 minutes 25. Papy, cette victoire de O'Reilly? Bon, rien de particulier, je sais pas trop où ils veulent en venir à cette confrontation. Ouais, on sait même plus où ils veulent en venir avec le Disputed Era tout court, j'ai l'impression. Ouais, là, il y a eu une intervention, il y a eu une intervention de comment il s'appelle, l'ancien de ah purée, j'ai du le mari de Nikki Cross. Oui, de Killian Dane, effectivement, tu as raison, ouais. À la fin, j'avais oublié de le mentionner. Parce que C'est l'Undisputed bon. Era va attaquer à la fin du match Drake Maverick comme s'il n'avait pas assez pris. Du coup, Kyle O'Reilly, d'ailleurs, va pas être super satisfait de ce tabassage. Et alors qu'ils étaient partis pour le balancer, le fracasser avec une chaise, il y a Killian Dane qui va arriver effectivement et qui va faire le sauvetage et qui va faire fuir en fait la Disputed Era. Mais effectivement, O'Reilly a donné des signes de désapprobation un peu de ce comportement à la fin. Ah bah, il y a peut-être une piste là-dedans alors, parce que sinon je vois vraiment pas effectivement où est-ce qu'ils vont l'Undisputed Era. Ouais. Voilà, on aura eu aussi des paquets de vidéos des 4 participants donc au match pour le titre suprême la semaine prochaine, mardi prochain à NXT. On va avoir notre main event, voilà, on débarque au main event. Et ce main event, bah, c'est un tag team match entre Dakota Kai et Raquel Gonzalez qui vont affronter Yoshira et Rhea Ripley, suite au segment qu'il y avait eu, que je vous ai mentionné plus tôt. Ça va être un match, match de main event de NXT, 10 minutes. Voilà, pas quelque chose de très très long. Il va y avoir d'abord quand même un gros confrontation entre Gonzalez et Ripley, qui sans que l'une ni l'autre ne prennent finalement plus l'avantage que ça. Il va y avoir pas mal de changements après entre Kay et Gonzalez. Ça va garder l'avantage du côté des Hills pendant un bon moment dans le combat. Finalement, Yoshira, après un long tag, va enfin rentrer un peu dans le ring et va prendre les rênes du combat. Bon, Gonzalez est quand même assez supérieur physiquement, je trouve, là, montré en tout cas assez supérieur physiquement, puisqu'elle va même elle va sortir d'un earfall et elle va en tenter un elle-même. Mais du coup, on va avoir une interférence, puisqu'on va avoir Mercedes Martinez qui va intervenir, qui est arrivée depuis quelques semaines à NXT, et qui va faire tomber Rhea Ripley sur l'apron. Elle va la balancer dans les marches en acier, en dehors évidemment des yeux de l'arbitre qui voit rien du tout. Et la fin du match va voir Ripley qui va obtenir le changement, va monter sur le ring, mais elle est vraiment bien faible, bien affaiblie par l'attaque qu'il y a eu au préalable. Et finalement, pour perdre face à Gonzalez qui va passer sa grosse powerbomb. Voilà, chez les filles, la powerbomb, c'est toujours une prise qui m'intéresse, moi, voir un peu comment elle les porte. Et elle, pour le coup, Gonzalez, moi, elle me fait forte impression avec cette powerbomb. Et on va clôturer ce show de NXT avec Dakota Kai et Raquel Gonzalez qui célèbrent le show, ce main event, papy. Oui, t'es pas mal ce main event. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'ils essaient de reconstruire un peu la division féminine. Donc, bah, Raquel Gonzalez, qui faisait pas grand-chose, bah, maintenant elle est montrée assez dominante. Et puis c'est vrai que physiquement, on le voit, elle est même plus grande que Rhea Ripley, quoi. Donc c'est vraiment
quelqu'un de très dominant physiquement, puis elle a un gros finish là, comme tu le disais. Et puis Mercedes Martinez, pareil, là, qui est revenu un peu, et puis qui, bah, mine de rien, c'est aussi un sacré poil à gratter pour Rhea Ripley. Et du coup, bah, on a Rhea Ripley qui se retrouve avec deux filles montrées comme costauds qui lui tournent autour. Bah, alors malheureusement, ça tourne pas encore côté Yoshirai, pour lui trouver un adversaire, mais au moins on sent qu'en dessous d'elle, ça commence à remuer un peu. Donc bah, s'il peut avoir une grosse baston, et puis qu'au final ressorte un challenger, valable pour, le titre suprême, bah, j'en serais ravi moi. Eh ben, impeccable, parce que moi, écoute, je trouve que c'est très bien. Moi, je continue à penser que voilà, ça anime super bien la division féminine de NXT. Moi, ça me plaît bien, la division féminine de NXT. Je trouve que Raquel Gonzalez est un bon apport. Mercedes Martinez aussi. Là, il y a des gabarits qui arrivent à NXT chez les filles. Et le match était en 10 minutes, assez court, mais c'était assez propre avec les interventions qu'il fallait des heels, qui utilisent tous les ressorts pour pouvoir gagner le match et elles obtiennent satisfaction. Voilà, ça affaiblit pas Yoshirai et Rhea Ripley d'autant cette défaite. Et j'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Voilà, plutôt bien foutu ce main event, quoi. C'était pas du formidable, mais c'était solide chez les filles. Et ben Yes, voilà, soyez honnête. mon papy, dans la bagarre, dans la baston, on va switcher et on va aller du côté de la All Elite Wrestling, du côté de Jacksonville exactement. Voilà, en Floride. Ou alors, l'IW Dynamite, c'est le 47e numéro. On a du public, on a du public Oui. live. On a environ 600 personnes, sans compter les catcheurs ringside. Donc, pour la première fois, on a un vrai public avec du bruit. Voilà. Aux commentaires, on a Chris Jericho, on a Jim Ross et on a Tony Schiavone. Ça va attaquer, comme la semaine dernière et comme ces derniers temps, de toute façon, direct par du catch, puisqu'on va avoir un match d'entrée pour le Contender Championship, Number One Contender Championship, excusez-moi, Gauntlet Match pour le AEW World Tag Team Title. Voilà. Donc, on va avoir un gros match d'entrée. Un match qui va durer 21 minutes 32. Alors, en version Gauntlet, c'est assez logique finalement qu'on ait quand même du temps. Les équipes, les FTR, c'est-à-dire les ex-revival de la WWE, affrontent les Young Bucks, les Best Friends Chuck Taylor et Trent, et les Nightmare Family, en l'occurrence Dustin Rhodes et QT Marshall. Alors écoutez, vous donnez 21 minutes de match comme ça, c'est un peu compliqué en play-by-play. Sachez juste que c'est les Bucks et les Nightmare Family qui vont ouvrir le bal. Il va y avoir un super kick party à tout le monde. Ça va enchaîner avec le Morbang sur QT Marshall. Il va contrer quand même Matt Jackson en roll-up et il va avoir droit à son petit near fall, le QT Marshall. Il va tenter un cutter, mais ça va être évité. Il va y avoir le tag à Nick. Les Bucks parviennent à placer leur fameux double knee sur Marshall et ils tiennent le compte de 3. Derrière, on a les Best Friends qui s'amènent sur le ring. Les Bucks vont encore une fois réussir à isoler Trent et Nick avec des kicks. Et Nick va porter un 450 splash pour un near fall. Matt va tenter le pile driver. Trent va le contrer en roll-up. C'est chaud, mais ça marche pas. Nick va tenter de partir sur le fameux Meltzer Driver qui ont fait leur renommée. Mais au moment où ils vont lancer le Meltzer Driver, il va se passer un fait important puisque Adam Page va intervenir ringside et va retenir la jambe. Trent, il va profiter de la surprise de ça, quoi. Grosse stupéfaction. Voilà, Adam Page qui est champion en titre, je vous le rappelle. Et il va tenter un roll-up, le Trent, sur Matt. Et 1, 2, 3, les Best Friends battent les Young Bucks. Incroyable, les Best Friends battent les Young Bucks juste grâce à l'intervention de Adam Page, qui fait partie normalement de The Elite. Voilà, normalement, c'est les poteaux pour toujours. Et élimination des Young Bucks. Donc, les Best Friends restent dans le ring. Excuse-moi, papy, c'est un peu long, un gauntlet match. C'est les FTR qui arrivent, voilà, accompagnés de Tully Blanchard. Là, il va y avoir grosse bagarre. Voilà, ça va détruire Taylor et plus particulièrement le genou de Taylor. Voilà, ils vont s'attaquer au genou de Taylor à mort. Les Best Friends vont se faire détruire tout au long du combat, quasiment en fait, sur tout au long de la partie qu'ils auront avec les FTR. Il y aura quasiment pas de revival, on va dire, des faces. Et Trent va tenter tout ce qu'il peut pour sauver Taylor, mais il va pas y arriver. Finalement, Harwood, il va poser la prise de soumission à Taylor, qui va taper. Victoire des FTR, qui deviennent les deux number one contenders pour le AEW Tag Team Championship. Papy, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu as pensé de cet opener? Bah, je vais te laisser reprendre ton souffle. Un opener où une nouvelle fois je suis partagé en fait, sur le truc. Alors j'ai bien aimé la logique du Gauntlet de dire, c'est
le 5e du classement qui affronte le 4e, le vainqueur des 2 affronte le 3e, qui est le vainqueur des 2 affronte le 2e. Ça rend logique les entrées dans le ring et puis, bah, je trouve ça c'est pas grand-chose, mais pour le coup, ça m'a semblé intéressant comme ordre des matchs, en fait. Pour le reste, ouais, là, il y a eu un gros passage là sur le 2e match, du coup, sur la partie, les Bucks versus, les Best Best Friends, Friends. qui était plutôt long, avec, donc la trahison, ou pas d'Adam Page. On se comprend pas trop ce qu'il fait, en fait, parce il bloque le pied, mais en même temps, tu as l'impression, enfin, qu'il a les yeux un peu dans le vague, tu sais pas trop ce qu'il fait. Et puis même, il lui pose des questions, il répondra pas, il s'en ira. Et par contre, ce que j'ai pas du tout aimé, et ça sera le début d'une longue souffrance pour moi, c'est les commentaires, notamment du 3e, lors du 3e match, en fait. C'est qu'ils ont passé leur moment à se raconter des histoires entre Jericho et Jim Ross, d'autres choses, qui fait qu'au moment du finish, qui fait gagner l'FTR pour la qualification pour le pay-per-view, mais il parlait même pas de ça, il s'arrête de parler de je sais pas quoi, d'un match de Jericho, «Ah, au fait, ils ont gagné!» Ouais, mais attends, j'étais tellement, pris par leurs commentaires que du coup, enfin, tu sais, j'étais même plus prêt à une fin de match, en fait. Enfin, ils ont rien commenté, quoi. Ils racontaient leur vie et bon, là encore, ça allait parce qu'on comprenait ce qu'ils disaient, mais alors plus tard, ça sera de pire en pire. Mais, je reviendrai plus tard sur, les commentaires de Jim Ross. Mais en tout cas, voilà, carton jaune orangé à ce niveau-là. Si Ok. Chris Jericho vient aux commentaires, c'est pour commenter ce qui se passe, pas pour, faire sa promo à lui, quoi. Moi, ouais, petit Ouais, c'est carton vrai jaune qu'il a orangé. beaucoup parasité les commentaires pendant le Gauntlet match parce que c'est vrai qu'il n'a fait que de parler de lui. Et ouais, c'est vrai que ça a parasité. Et comme Jim Ross n'a pas la gueule et que Tony Schiavone sert de punching ball à Jericho quand ils sont aux commentaires, bah du coup, oui, c'est vrai que ça a un peu dénaturé le truc. Après, on va dire que les deux infos à retirer de cet opener, c'est d'abord que les FTR ont gagné et que donc les FTR sont contenders, vont affronter Yes. Adam Page et Kenny Omega pour le titre suprême des tag teams. Et la deuxième information, c'est Adam Page, je le fais tout de suite, Oui, aura plus vas-y. tard un segment avec les Young Bucks où les Young Bucks vont lui annoncer tout simplement qu'il est viré, you're fired de The Elite. Et oui, avec les larmes aux yeux, Page, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, il avait les yeux très rouges. Alors, je sais pas si c'est l'alcool ou si les larmes, mais il avait les yeux fort rouges et toujours incapable de donner le moindre mot. Alors j'ai pas suivi les dernières semaines, donc je sais pas si, il est complètement pété et que du coup il est hagard et qu'il arrive plus à réfléchir, ou est-ce qu'il a une autre raison pour laquelle il a fait ça et qu'il veut pas la dire et qu'on sait pas ce qui se passe. Mais ouais, j'étais perturbé par sa partition d'acteur, on va dire. J'ai l'impression qu'il cachait quelque chose, quoi. Il voulait dire quelque chose, mais il pouvait pas le dire. Donc, que se passe-t-il dans sa tête, à ce garçon? On Ouais, ne je le sais saura pas. peut-être plus tard, hein. Il faut qu'il arrête la picole déjà. Et puis après, on en reparlera. Mais parce que, ouais, c'est un peu incompréhensible. Voilà, quand il fait ses jeux de chien battu, là. Voilà, pour moi, il a fait ça parce qu'il voulait pas affronter les Young Bucks pour le titre. Mmh. Voilà, un espèce d'état d'état de conscience là qu'il travaille. Donc voilà, donc on verra la suite la semaine prochaine. Mais en tout cas, bon, moi j'ai trouvé le Gauntlet plutôt pas mal. Effectivement un peu parasité par les commentaires, mais c'était plutôt sympa avec la surprise. Finalement, cette arrivée d'Adam Page a quand même permis la victoire des Best Friends et a enchaîné finalement sur un truc assez rythmé. Mais finalement, les Best Friends, ils se sont fait tellement démolir dans leur partie avec les FTR qu'il n'y avait plus trop de suspense, quoi. Les FTR, Ah, ils ont rien fait contre les ouais, FTR, hein. semblait vraiment au-dessus, quoi. Voilà, quoi. Derrière, on va avoir quoi? Alors, derrière, on va avoir une partie là qui m'a beaucoup plu. Je l'annonce direct. On a le retour entre les cordes, enfin, de Lance Archer. Lance Archer. Alors, si vous écoutez régulièrement la baston du mercredi, peuple de catch-up, vous savez que j'ai dit déjà beaucoup de bien de ce colosse à la tresse rouge. Voilà, j'adore ce mec. Voilà, ce mec me fait kiffer. En plus, il se balade quand même avec Jake the Snake. Donc, même si Jake the Snake est dans un état assez compliqué à regarder par moment, ça reste quand même une légende totale du catch mondial, toute fédération confondue, toute génération confondue. Et Lance Archer a ce personnage à la All Elite Wrestling de monstre qui débarque. Son entrée est incroyable. Il arrive à fond. Il déboîte toujours un mec dans le public avant de monter. Et depuis la perte du TNT Championship, enfin dans le match pour le TNT Championship, on ne l'avait quasiment pas revu à part sur des segments vidéo. Là, il est de retour dans le ring. Il va affronter Sean Maluta, un
pauvre jobber, qu'on avait vu un peu à la WWE du côté Ah de non, c'est un NXT, de ouais. NXT, voilà, un ancien d'NXT, qui faisait donc son premier match à la All Elite Wrestling, le pauvre. Ah, ils sont Et très forts. il s'est fait, mais éclaté, quoi. On a eu droit à une espèce de snuff movie. Moi, j'ai vraiment cru au meurtre en direct. Hein. Franchement, ça a duré 2 minutes 58. Hein. Et puis, l'ami Lance Archer, il a pris en plus son temps. C'est ça le pire, c'est que ça a duré que 2 minutes 58. Mais il a pris son temps et il a placé 3 clotheslines de suite avec une powerbomb monstrueux. Il va pour coller un tombé. Et en fait, c'est lui qui casse le tombé. Il relève son adversaire, enfin il le relève en le chopant par les cheveux, et là il va lui coller son blackout, là, son 1-2-3 avec la tête, là il l'a fait cogner à 3 reprises sur le sol, il fait le tomber, vainqueur. Derrière on va avoir Jack Roberts qui va monter sur le ring pour parler de la Casino Battle Royale qui va se dérouler à All Out, le pay-per-view, où Lance Archer va évidemment être impliqué largement. Donc il dit qu'Archer il va l'emporter en battant les 20 autres compétiteurs. Là-dessus il y a le clan de Taz qui va débarquer avec Brian Cage et Ricky Starks. Taz, lui, évidemment, il pense tout le contraire. Hein. Il pense que c'est plutôt quelqu'un de chez lui, de son clan, qui va gagner. Là-dessus, on va avoir une autre intervention de Darby Allin qui vient parce que lui, il est en feud, en rivalité avec Starks. Ça va se bastonner entre les deux et finalement, ça va retourner en coulisses. Alors, mon papy, c'est arrivé avec l'un des top Monster Hill de la IW. Ça t'a fait quoi? Ça déménage? Ah oui, ça déménage. En plus, c'est la première fois que je voyais Lance Archer, parce que du coup, il était au segment vidéo la dernière fois que j'ai regardé. Et effectivement, ça déménage. Alors tiens, tu vas pouvoir répondre à ma question. Le compte de 3 en claquant la tête, là, c'est nouveau ou il le fait déjà depuis longtemps? Ah bah en tout cas depuis qu'il est à la IW, il le fait régulièrement, ouais. Et en particulier avec les jobbers. D'accord, parce que je trouve que ça fait un peu face finalement. Enfin, face. C'est le genre de truc, tu sais, ça me rappelle un peu le 1, 2, 3 de Drew McIntyre avant de balancer le Claymore, en fait. C'est un truc où finalement, tu as le public qui se prend en jeu, puis qui reprend en fait le compte. Et du Ah coup, oui. je me suis dit, bah, il était limite d'avoir le soutien du public, Lance Archer, à la fin du match. Parce qu'effectivement, il a démoli le gars, puis il finit, puis tu as l'équipe de Taz qui arrive, et tu avais l'impression que c'était plus lui qui était positionné en tant que face. D'ailleurs, il se fait aider par Darby Allin, là, qui me semble est face, je crois. Et par contre, l'équipe de Taz est vraiment positionnée heel. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, peut-être que ce claquage de tête va l'aider à gagner les faveurs, parce que ça va faire compter le public avec lui. Donc effectivement, très très impressionnant. Bah voilà, donc pour cela et pour d'autres choses, il me rappelle un peu Drew McIntyre en tant que mec qui est vraiment au-dessus physiquement de son adversaire, là, qui le bouffe complètement et qui est rapide en plus. Hein. C'est pas juste Ah non, non, non. un mec à la Strowman, hein. C'est un mec qui est plutôt rapide et qui est physiquement vraiment imposant, quoi. Jake the Snake Roberts, j'ai eu un peu de mal à sa confrontation micro avec Taz, parce que je trouvais que ses réparties elles faisaient vraiment pas mouche, quoi. Je sais plus vraiment, il a sorti des vieilles blagues sur les tirs à feu ou je sais pas quoi. Ouh là, je me suis dit: «Ouf, ouf, 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 c'est vieux comme référence, mon garçon, Ah là». ouais, 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 non mais Moi, je Taz la était comprends, au-dessus, hein. mais je suis pas sûr que tout le monde la saisisse, ta référence. C'est pour ça que Voilà. c'est pour ça que je signalais bien que voilà, Jack the Snake, il y a un peu de yaourt, hein, un peu comme Ric Flair, tu vois quoi. C'est un peu ces gars-là, ils sont tellement abîmés par le business que bah au micro c'est quand même compliqué. Mais si tu veux, moi ce qui me satisfait là-dedans, c'est que Lance Archer, en fait, il a même pas besoin de ça pour se vendre de toute façon. Moi je trouve que ce gars, il a le total package. Je trouve que ce gars, il a le physique, il a le in-ring. Je l'ai entendu un peu parler en micro. Il avait fait des segments où il démolissait des mecs dans des terrains vagues et ça avait l'air de bien matcher. Il a en plus, je sais pas, il a une gueule, il émane un truc de lui qui fait que quand il arrive, tu fais ouais, ok mec, ok, je vais t'écouter. Non, non, et ça serait bien pour le coup, alors je sais pas qui participera d'autre à cette Battle Royale, mais ça sera un bon vainqueur, je pense, parce que pour le coup, lui, c'est un gars que tu peux imaginer qu'il ira chercher plus haut tôt ou tard. Et sur une Battle Royale, un mec dominant comme ça, bah, c'est pile l'endroit où il peut se mettre en valeur. Donc Bon, voilà. cela dit, il a déjà du lourd parce qu'il a quand même un Brian Cage en face. Hein. Donc, et Ouais, Brian j'imagine. Cage, moi, je l'essaye deux fois que je le vois, et Et la puis, fois dernière, c'était un main event avec Moxley, là où c'était chiant, et puis cette fois-ci là, et puis, bah, du coup, il fait petit par rapport à la scène. et puis moi, je veux le voir en face to face avec le Luchasaurus dans cette Battle Royale. Ah oui, là, il peut avoir du volume. Hein. Là, il y a du volume, ouais. Là, il y a du kilo, là. Il y a du pound. Alors, on continue. On a MJF, hein, qui donc après. Alors, comme on n'est pas tout le temps régulier sur la baston du mercredi, mais
il est en pleine rivalité avec Jon Moxley, le champion en titre. Et voilà, il a eu beaucoup de problèmes, MJF, et il s'est fait pas mal tabasser, entre autres. Et donc, du coup, ce soir, il a une signature de contrat avec Jon Moxley pour le titre de la AEW. Il est dans un sale état, il a un déambulateur, il a une minerve, il a toute son équipe de campagne autour de lui avec Wardlow. Voilà, il va arriver sur le ring. Jon Moxley également. Il y a l'avocat de MJF qui est présent et qui va expliquer un peu la stipulation, le contrat de tout ce qui concerne le match pour le All Out. Et du coup, il va interdire, dans le contrat, il est interdit à Jon Moxley d'utiliser son Paradigm Sheet. MJF, il a signé le contrat, voilà, il n'y a pas de problème. Il prévient Moxley qu'il ne va pas l'attaquer avant le pay-per-view comme lui, il l'avait fait. Il lui parle de Mike Tyson aussi, une interaction qu'il y avait eu avec Mike Tyson il y a quelques semaines. Évidemment, il va montrer à All Out que Jon Moxley, c'est un faux lutteur, que lui, c'est un vrai wrestler, un vrai lutteur professionnel, et qu'avec le bannissement du Paradigm Sheet, il est encore plus sûr dorénavant que Moxley va pas pouvoir le battre. Là-dessus, c'est Moxley qui va pécho Mike, qui va nous faire sa petite promo, qui dit qu'il va, il relève le défi, qu'il est prêt à se montrer créatif pendant le combat, et puis il signe le contrat. Et là-dessus, il va rajouter que finalement, il est stipulé dans le contrat. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris à 100%, donc tu me rectifieras, Papy, mais pour moi, Moxley, il explique que dans le dernier Dynamite, avant All Out, il y a une stipulation dans le contrat qui dit que l'avocat de MJF doit l'affronter dans le ring et que s'il ne le fait pas, MJF se verra retirer tout simplement le match de championnat. C'est Moxley qui a demandé à rajouter cette clause-là, cette page-là, la page 17, je crois de mémoire. Et en fait, quand l'avocat a retransmis le contrat à MJF, il a pas vu qu'il y avait une page en plus, en fait. Donc, ils l'ont signé sans faire gaffe. Et donc, Moxley a obtenu ce match-là en plus, qui soi-disant passant, est pas super finalement comme stipulation. Alors, je ne me rends pas compte s'ils sont super potes avec son avocat et du coup, c'est un drame qu'il se fasse casser la gueule par Moxley une semaine avant. Non, parce que c'était une des premières fois qu'il apparaissait vraiment, cet avocat. Hein. Donc voilà, je sais pas pourquoi il était autant frustré qu'il a rajouté cette clause-là, parce que je la trouve pas terrible finalement comme clause. Il était tout fier, Moxley. Ah, hey, je vous ai bien vu, hein, je ne pourrais pas utiliser mon finisher, mais par contre, je vais pouvoir taper un mec qu'on ne connaît pas. Bah oui, super. C'est vraiment plus malin, hein, Moxley. Mais bon, à part ça, sinon j'ai trouvé le reste plutôt bien, moi. Alors j'ai bien aimé JFJF la fois dernière où il faisait un espèce de discours de campagne. Et là, cette fois-ci, il a un peu quand même mis Moxley le nez un peu dans sa merde en disant, bah voilà, est-ce que toi tu veux être juste un mec comme le Sandman ou je sais plus quel autre. C'est tout un tas de lutteurs en fait qui étaient plus connus par leur particularité extrême que par vraiment ce qu'ils apportaient au catch et puis pas vraiment la carrière qu'ils ont fait quoi. Et donc il disait, est-ce que toi tu vas juste rester un mec extrême ou est-ce que tu vas devenir un jour un vrai catcheur? Moi je pense que sur ton finisher justement, voilà, tu seras jamais un vrai catcheur, tu es juste un mec extrême qui restera à ta place, quoi, qui sera jamais tout en haut de la carte, quoi. Donc je trouve ça plutôt bien parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on se dit parfois avec Moxley, enfin en tout cas que moi je me dis, c'est que dès que tu lui enlèves les stipulations un peu extrêmes, il est plutôt ennuyant comme garçon, ennuyeux comme garçon. Donc voilà, plutôt hypé pour cette rencontre pour le coup. Je vais peut-être du coup jeter un coup d'œil au pay-per-view pour les voir s'affronter ces deux-là. Ah bah oui, comme ça on aura une bonne occasion de faire une belle petite review de All Out du 5 septembre. Yes, avec Alors, plaisir. Derrière, on a Nightman Tag Team Match. Je regardais juste si j'avais pas eu des vidéos. Ah si, oui, j'avais eu des vidéos récap, on a eu une vidéo récap des Proud and Powerful d'Ortiz et Santana sur ce qui se passe avec les Best Friends en ce moment, puisqu'ils sont en rivalité aussi. Alors c'est dommage parce que finalement, ces deux équipes, elles sont souvent à l'antenne, mais elles ne participent que très peu finalement à l'animation du Tag Team Championship, et je trouve ça un petit peu regrettable. Alors, Ortiz et Santana, ils font partie de l'Inner Circle, le clan de Jericho. Et les Best Friends sont plutôt à coquiner avec The Elite et compagnie. Mais finalement, c'est des gars qui bossent et tout, mais qui sont pas tellement dans la course, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu surprenant. Et derrière, on a ce match tag team justement. Voilà, moi j'aime bien la tag team division à la All Elite Wrestling. Et là, on va avoir un match. Alors, il y a du monde dans le line-up. Alors, il y a Butcher and the Blade. Et les Lucha Brothers, c'est l'équipe Hill. Le retour des Lucha Brothers, Pentagon Junior et Ray Phoenix. Ils sont accompagnés de Eddie Kingston,
qui avait affronté Cody il y a quelques semaines dans un match pour le TNT Championship. Et ils affrontent Brian Pillman Jr., Griff Garrison, Joey Janela et Sonny Kiss. Alors, un match qui va durer 9 minutes. Les 4 faces, finalement, ils sont assez peu connus. Peut-être que Joey Janela est l'un des plus connus, peut-être le plus connu des 4. Sonny Kiss, c'était un ancien de la Lucha Underground aussi sous un autre nom. Mais moi, j'étais un peu déçu d'entrer en fait par l'équipe face. Je m'attendais un peu à autre chose. Ça fait vraiment low card comme équipe. Ouais, ça faisait vraiment low card. Et là, ouais, je le reconnais bien. Clairement, parce que moi-même, dès le départ du match, j'ai fait c'est ça l'équipe des face, quoi. C'est ces 4-là, quoi. Donc face aux Butcher et The Blade qui sont, comme leur nom l'indique, des bons bouchers, et les Lucha Brothers qui sont quand même d'une classe mondiale au-dessus, à mon goût, de ce qu'il y avait en face, voire 2 classes mondiales, parce que pour moi, les Lucha Brothers font tout simplement partie du top 5 des meilleures équipes de tag team de la planète, toute fédération confondue. Et je le dis haut et fort, je l'affirme. Et là, voilà, c'était décevant, j'ai été déçu, quoi. Voilà, je spoil à Papy avant. Voilà, j'ai été déçu, ça a été 9 minutes. C'était sympa parce qu'il y avait de l'action, parce que les mecs font des moves spectaculaires et que Butcher et Blade sont des bons brawlers. Donc, du coup, ça fait de la diversité sur le ring. Mais voilà, il va y avoir pas mal d'action. Les Mexicains, ils vont finir avec leur finisher commun qui va leur donner le compte de 3. Kingston, il va prendre le micro à la fin du match après la victoire des Heels. Il va annoncer qu'ils seront tous les 5 dans le Casino Battle Royale. Et donc, je suis bien content. Ça sera ma satisfaction de ce segment. Voilà, les Phoenix et Pentagon Junior seront dans la Battle Royale. Papy, à toi. Ouais, alors comme tu le dis, effectivement, il y avait qu'une seule équipe qui était intéressante sur les deux, donc forcément, ça réduit l'intérêt du match. Alors, j'ai l'impression qu'ils forment un clan, du coup, l'équipe des Butcher et des Lucha Brothers, Dragon, je sais pas quoi, là. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de clan encore officialisé. Non, pas de D'accord. clan officialisé. C'est Mais juste bon, une ils alliance catchent ensemble. ponctuelle. Ouais, c'est une alliance ponctuelle. Ouais. D'accord. Bon, après, voilà. Donc, ouais, effectivement, on sent que les deux luchadors sont que c'est quand même autre chose que ce qu'on a pu parler au début de l'émission de Lucha Libre. C'est le niveau de tube, en tout cas, moi, ça a plus plu, même si effectivement, le fait qu'il n'y ait pas d'opposition, je me suis pas emballé non plus. 9 minutes pour ça, il devait peut-être manquer de contenu pour allonger le match comme ça, la AEW là, parce que ouais, je voyais pas trop d'intérêt à ce que ça fasse aussi long. J'aurais préféré que ce soit limite un squash, quoi. Qu'ils enchaînent et puis qu'ils montrent un peu ce qu'ils savent faire et puis qu'après ils se battent avec de la vraie opposition, parce que 9 minutes c'est long, c'était très long. Après, à la décharge de l'équipe Face, voilà, c'était une équipe de jeunes, voilà, vraiment 4 jeunes. Bon, même si Joey Janela est un peu plus ancien dans le business, voilà, une équipe de 4 jeunes, c'était pas forcément évident face à une équipe tellement dominante comme les Lucha Brothers et puis le Butcher et Blade qui font partie quand même des gros brawlers de la division tag team. Donc c'était fatal que de toute façon ils allaient se faire démolir et c'est ce qui s'est passé. C'était pas une baston, c'était à sens unique. Et voilà, on leur a donné 9 minutes de temps. Voilà, c'était comme ça, quoi. Allez, on continue notre balade à Dynamite. Et là, on va revoir Brody Lee, donc Mr. Brody Lee, le patron du Dark Order, qui est devenu le nouveau TNT Champion en battant Cody. Et voilà, on revoit le Dark Order qui détruit ensuite l'ancien champion. Le Dark Order va arriver avec un cercueil dedans, avec un cercueil sur le petit tantron. C'est Evil Uno qui va faire la promo, quoi, qui va prendre le micro pour nous dire que depuis que Brody Lee a remporté le titre, le groupe Dark Order, il est au comble du bonheur, au comble du firmament, au top de la chaîne alimentaire avec le TNT Championship. Le cercueil va être ouvert et on voit qu'il y a le numéro 10 dedans, qui nous fait un simulacre de blessure du Cody. Et voilà, Uno il nous dit que l'histoire de la Nightmare Family est terminée, que Brody Lee, dorénavant, Mr. Brody Lee, c'est le nouveau roi, le nouveau patron. Donc là-dessus, le nouveau champion, il débarque avec la ceinture, il a les félicitations de tout le groupe, ça célèbre. On va vers le ring pour une interview avec Tony Schiavone. Dark Order, voilà. Alors Brody Lee, c'est bien parce qu'il rappelle au début que le Dark Order, il faisait rire, quoi, que tout le monde se foutait d'eux, que personne ne savait qui c'était le patron là-dedans. Voilà, ils s'étaient pris pour des rigolos, mais lui, voilà, lui, il restait droit dans ses bottes. Hein, il a tenu sa parole, il a battu Cody pour le TNT Championship. Dorénavant, l'ère des Open Challenge, les amis, c'est fini. Fini également le temps de télé pour les lutteurs indépendants, hein, parce que lui, il en a rien à foutre, quoi. Donc, il présente ensuite une nouvelle recrue du Dark Order, en l'occurrence une femme, une nouvelle arrivée pour la division féminine, en l'occurrence Anna Jay.
Il a un de ses mignons qui veut le féliciter, je crois, qui veut être sympa avec lui, mais Ouais. lui, il va me cogner, il va le cogner direct, quoi. Donc, bienvenue au Dark Order, hein, mec. Reste à ta place, mec. Ouais, voilà, reste à ta place. C'est quand c'est le patron qui parle. C'est comme ça que ça se passe. Et du coup, on va quand même avoir la Nightmare Family qui va venir interrompre tout ce beau monde, qui veulent s'en prendre au Dark Order. Il y a Scorpio Sky qui débarque, qui avait été un ancien adversaire de Cody dans le TNT Championship. Et on va avoir Matt Cardona, aka Zack Ryder à la WWE, qui vont venir également. Il va y avoir des échanges de coups, des échanges de patates, des échanges de bagarres entre Brody Lee et entre Jay. Finalement, les Faces vont vider le ring des Dark Order. Et voilà, donc une espèce de feu de multiples qui est en train de s'installer avec le Dark Order, avec Scorpio Sky, avec la Nightmare Family. Alors, papy, Brody Lee, Mr. Brody Lee, champion TNT, voilà, il vient présenter sa ceinture pour la première fois, il vient célébrer. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Ouais, bah moi j'ai trouvé que c'était une bonne promo pour post-victoire en fait. Pour voilà, remettre 3000 couches sur c'est moi qui ai gagné, je vous emmerde tous, je suis un vrai méchant, etc. Bon, c'est du classique, mais en même temps, il faut le faire de temps en temps aussi pour bien situer le personnage. Là, tu vois, moi qui regarde très peu la AEW, au moins avec ça, je suis tout de suite fixé. Je comprends bien les tenants et les aboutissants. Et j'ai pas de souci avec ça, je trouve ça plutôt bien. Le petit mignon qui se fait massacrer, ça prouve bien que Brody Lee, c'est un tyran en fait dans sa manière de manager. Ah Euh, oui, clin d'œil, c'est une clin d'œil. évidence. Ouais, oui, gros Et clin d'œil. voilà. Et puis sinon, voilà. Alors bon, la fin est un peu plus bordélique et surtout avec JR qui bafouille comme pas possible aux Oh là commentaires à ce là. moment-là. C'est un peu dur à suivre, mais bon, Ouais, on mais Jim s'attend à Ross, ce qu'il y ait un 4 contre 4 la semaine prochaine, peut-être, pour parce que je crois qu'il y a encore un show avant le pay-per-view. ouais, encore un. J'imagine bien qu'il y aura un 4 Go contre 4 entre le Dark Order et la team pote de Cody, quoi, la Cody Family, là, je sais pas, la Nightmare Family, avec Cardona et Scorpio Sky, etc., je pense, peut-être. Ouais, non, mais bon. J'imagine. Ouais, Jim Ross, moi j'ai abandonné, hein, de toute façon, hein. On en a parlé. On est à la 13e baston du mercredi et je crois qu'on l'a dit à chaque baston du mercredi. Quoi, Jim Ross, Et, c'est et, vraiment. et c'est Voilà, pas quoi. fini parce qu'il nous réserve encore une belle bafouille encore plus forte après. Et voilà, et puis de toute façon, ça aurait été festival avec Jericho pendant tout l'épisode, de toute manière, puisque Jericho aura parlé régulièrement de sa rivalité avec Orange Cassidy. Il va avoir un match à All Out face à lui dans un Mimosa Mayhem match où le vainqueur devra faire couler du champagne, devra balancer dans une piscine remplie de champagne et de jus d'orange. Voilà une nouvelle stipulation inventée par Chris Jericho et je crois qu'il est en train de devenir fou cet homme. Et donc voilà. Donc le Dynamite n'est pas fini là-dessus, hein. Il nous reste encore un match de division féminine et le main event. Le match de Ouais. division féminine, alors ça va être un 3-on-1 handicap match avec Big Swole qui va affronter Britt Baker, Penelope Ford et Reba. Elles sont accompagnées de Kip Sabian qui accompagne toujours Penelope Ford. Alors là, on va avoir un match expéditif, hein, ça va être vite fait, ça va durer 2 minutes 50 cette affaire. Alors là, mais rien. Alors je n'ai rien à vous en dire. Voilà. Pourtant, moi j'aime bien dans tout ce groupe là de Nana. Moi j'aime bien Penelope Ford. Mais là, franchement, il n'y a rien à en dire. C'était. Je n'ai pas les mots. Papy, t'as les mots, toi? Je vais le dire, moi, c'était un cauchemar, c'était nul, mais mauvais. Elles ont raté toutes leurs prises, c'était un cauchemar là. Elles ont passé leur temps à essayer de se placer l'une par rapport à l'autre et mal le faire. Alors je sais, est-ce qu'il y en a une qui devait jouer celle qui s'est pas catchée peut-être? C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression qu'elles étaient vraiment mauvaises. Mais alors elle monte aux cordes, ça prend 2 heures, elle saute, mais elle saute sans amplitude. Enfin, tout était mauvais quoi. C'était nul à chier. Ah ouais, Voilà, c'était ah une ouais, c'est clair. Ouais, catastrophe. Les 3 filles sur le ring, j'avais envie de revoir aucune des 3 tard. Moi, je me suis dit: «Mais c'est ça la division féminine de l'AEW?» ah Alors je ouais, sais bah bien que ouais. c'est pas ça, je sais bien que c'est pas ça, mais en tout cas, c'était une très mauvaise pub. C'était et surtout, juste dans le main event, quoi. C'était, vraiment mauvais, quoi. Ah, Catastrophique. c'était 0 Et sur toute la ligne. voilà, alors je sais pas du coup si tu veux la résumer, mais du coup, je vais en profiter pour, faire mon aparté tout de suite sur Jim Ross, parce que c'est ensuite où ils vont commencer ou alors tu en parles ou pas? Ensuite, ils commencent à annoncer les matchs pour la semaine prochaine et pour le All Out qui suit, si je dis pas de bêtises. Et alors Oui. là, c'était un massacre parce que Jim Ross, il nous parlait de matchs qui étaient pas à l'écran, on comprenait rien, j'ai rien compris à ce qu'il disait.
C'est on voyait une affiche d'un match à l'écran et il en présentait un autre, lui. Je comprenais rien. Il a fait ça pendant tout le truc, tout le segment. Donc c'est là où je me suis dit, il faut je sais pas, faut le piquer ce Jim Ross. Il est vraiment complètement largué là. Et t'avais Jericho qui essayait de le rattraper à chaque fois en disant non, non, mais là on parle pas de ce match-là, on parle de ce match-là. Mais c'était imbitable, hein. Voilà, j'en ai fini avec Jim Ross pour ce soir. Mais là, c'était ce Cherry on the Cake, là, le botch infernal. Il faut qu'il fasse un euthanasie match avec chose. Chris Jericho. Il faut faire quelque chose avec Jim Ross. Et oui, après, pour reparler des filles, effectivement, pour quelqu'un en plus qui ne suit pas régulièrement la Elite Wrestling comme toi, bah ouais, moi je comprends tout à fait. Moi, je suis toutes les semaines. Et moi-même, je te l'ai déjà dit, voilà, la division féminine à la Elite Wrestling, c'est vraiment très, très, très faible. Et là, du coup, pendant le Dynamite, on nous a vendu le match pour All Out entre Hikaru Shida et Thunder Rosa pour le titre des filles, qui va être un match quand même de meilleure qualité parce que Hikaru Shida est pour moi la meilleure catcheuse à l'heure actuelle du roster de la All Elite Wrestling. Mais ça reste un gros point faible au niveau des filles. Ils ont commencé à innover un petit peu puisqu'ils ont fait un tournoi par équipe féminin et que là, depuis 2-3 semaines, ils sont en train de créer des duos avec les Nightmare Sisters, avec Penelope Ford, donc et Reba. Donc il commence à y avoir un espèce de... à faire poindre peut-être quelque chose au niveau des filles d'un peu meilleur. Mais ça manque. Là, dans le roster, il en manque 3-4 nanas au moins qui tirent la division vers le haut parce que là, pour l'instant, c'est pas ça. Ouais, et ça me fait penser, il y a la brésilienne, l'ancienne NXT, la Taira. Alors oui, j'allais y venir parce que du coup, Excuse-moi, vas-y. effectivement, j'allais te dire, d'autant plus qu'à la fin de ce match, il y a le Dark Order qui est venu ringside et où il y avait Tay Conti qui était là, qui est l'ancien Tanara Conti de la NXT. Et ils lui ont donné un contrat, je pense, pour rejoindre le Dark Order. Et la brésilienne a accepté finalement assez facilement, a même fait un câlin à Nadje, et parce qu'elles étaient en fait coéquipières ensemble au Deadly Draw Tournament. Donc voilà, donc du coup, Tay Conti arrive, et Tay Conti, moi je trouve que c'est pas mal dans le ring. C'est peut-être pas forcément partie des 3-4 nanas que j'aspire de mes voeux, mais en tout cas, c'est déjà ça. En tout cas, c'est largement meilleur que les 3 qu'on a vus là. Hein. Ouais, et ça crée une équipe supplémentaire au Dark Order en plus, donc dans un clan puissant à Dynamite. Donc c'est intéressant d'avoir Nadja et Tay Conti qui se retrouvent en équipe. Donc ça ouvre peut-être quelques pistes. On va dire que, allez, on espère un peu d'espoir pour la division féminine de la AEW. Allez, c'est le seul truc qui m'intéressait pour les filles ce soir. Ouais, clairement, ouais, parce que sinon c'était un flop total, quoi. Là, c'est clairement, on aurait été en mode top flop note. Là, je crois que ça n'y aurait pas échappé. Hein. Je confirme. Voilà. Allez, on termine avec notre main event de la All Elite Wrestling. Ça va être un tables match entre Sammy Guevara et Matt Hardy. Alors, ça va être un match assez rapide. Hein. Ça va être un match de 6 minutes 41, exactement. Voilà, avec du classique, avec quand même un jeune, pour moi, quand même pas mal au-dessus, quoi. Parce que, bon, moi, de toute façon, il me fait tellement pitié, Matt Hardy, dans le ring. Vraiment, j'ai vraiment tellement de mal avec lui. Je respecte tout ce qu'il a fait dans sa carrière et tout ça, mais ça fait 2-3 ans au moins quoi, que moi j'ai plus trop envie de le voir sur le ring. Il va tenter des choses, hein, il va faire des choses parce que c'est un mec qui est courageux, c'est un mec qui se donne à fond pour le business et voilà, et qui est prêt à mettre sa vie en jeu quoi qu'il arrive. Ce gars, c'est fou, mais c'est comme ça. Il va même passer un twist of fate sur une chaise. Il va aller chercher une table où ça va être écrit Deleted dessus. Il va placer Guevara dessus, il va monter sur un des poteaux, mais Guevara, il va le suivre finalement. Et c'est lui qui va faire passer Hardy à travers la table avec une superplex. Le show se terminera pas tout à fait là-dessus. Hein. Victoire de Sammy Guevara donc sur Matt Hardy en 7 minutes. Ça va se terminer sur les images d'Orange Cassidy qui va venir attaquer Chris Jericho à la table des commentateurs. Et oui, quand même, ça ne pouvait pas se terminer là-dessus puisqu'ils en ont parlé pendant tout l'épisode. Et donc, Sammy Guevara, lui, va quand même venir filer un coup de main à son leader de l'Inner Circle. Les arbitres vont essayer de le retenir et tout, ça va être un peu le chaos. Jericho et Cassidy qui vont continuer à se battre. Voilà, les arbitres au milieu, voilà, grosse baston du mercredi, baston du jeudi. Les arbitres vont essayer péniblement de séparer les deux belligérants, mais il ne va pas y avoir moyen, ça va continuer à bastonner. Et c'est comme ça que va se terminer ce All Elite Wrestling Dynamite. Alors, mon papy, qu'est-ce que tu as pensé de tout ce de bouquet final de main event de la All Elite Wrestling?
Ouais, ça confirme que c'est vraiment une très faible dernière demi-heure, je trouve, de l'épisode. Ouais. Avec, ce match-là, 6 minutes et quelques, tu m'as dit et je crois que si je dis pas de bêtises, dans les 6 minutes, il y a quand même 2 pages de pub. Donc ça fait vraiment peu de contenu, du coup, si tu enlèves les 2 pubs, dont une des 2 pubs qui est foirée au lancement par Dubros. Voilà, j'avais dit que je ne dirais plus rien, mais il avait quand même fait ça, donc il faut que je le rajoute. Et puis sinon, ouais, le finish est assez impressionnant parce qu'il, comme tu dis, il sort une table et en plus, il fout une chaise en dessous de la table et du coup, il tombe et il écrase la table et la chaise, en même temps. Et puis voilà quoi, et puis notre Jericho, effectivement, il a, cannibalisé l'ensemble du show et ça se finit sur lui. Je sais pas si c'est le mec qui fait les ratings. Moi, franchement, il m'a donné plus envie de zapper qu'autre chose de l'ami Jericho ce soir-là. Il était insupportable, mais pas dans le bon sens du terme. Il était insupportable à pourrir un peu le show plutôt que de le mettre en valeur. Donc, carton rouge, monsieur Jericho. Voilà, c'est décidé. La table des commentateurs, vous avez le droit à un carton rouge ce soir. Ouais, ben je te comprends parce qu'en fait, étonnamment, Jericho, c'était vachement bien en commentaire à chaque fois qu'il est passé à la All Elite Wrestling. Et ça se passait bien, c'était hyper sympa. Et depuis la rivalité avec Orange Cassidy, et ben à chaque fois qu'il est au commentaire, voilà, ça ne ressasse tout le temps la même chose. Et effectivement, la semaine dernière, en fait, ce que tu constates cette semaine, il s'était déjà passé ça la semaine dernière. Aïe. Il y a déjà eu ce parasitage avec cette rivalité. Et puis cette rivalité, à la fin, moi, ce qui m'emmerde, c'est que cette rivalité, elle a même pas de titre intermédiaire en jeu, elle n'a pas le TNT Championship, elle n'est pas dans l'histoire du AEW Championship. Voilà, c'est une rivalité de mid-card, c'est une réalité. Et on en fait des caisses là-dessus. On nous sort une stipulation, voilà, je te balance dans une piscine de champagne et de jus d'orange et j'ai gagné le match. Bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Et là-dessus, moi, si tu veux, tout ce que j'espère, c'est que finalement, à All Out, il va y avoir un point final à cette rivalité et que Chris Jericho va repartir sur d'autres choses et Orange Cassidy également, quoi. Lui, normalement, il est plutôt avec les Best Friends, avec les SoCal Unsorcered. Donc, j'espère qu'on repartira là-dessus, mais ça commence à être un peu longuet, cette affaire de Chris Jericho, là. Donc, D'accord. Et toi qui regardes toutes les semaines, du coup, est-ce que tu as l'impression qu'Orange Cassidy et du coup, parce que mine de rien, si tu as une feud de plusieurs semaines contre Jericho, c'est qu'on a espoir que tu montes un peu plus haut dans la carte ensuite, quoi. Est-ce qu'il a un potentiel d'aller plus haut, Orange Cassidy, ah ou bah alors c'est ça, vraiment du remplissage? c'est un de mes énormes problèmes, ça. C'est-à-dire que, par exemple, j'aurais bien aimé avoir eu l'avis de l'amiral là-dessus, mais pour moi, Orange Cassidy, c'est un mid-quart d'heure et à qui il manque quand même pas mal de choses pour aller plus haut sur ne serait-ce que le TNT Championship. Et c'est un comédie wrestler. Tu vois, voilà, le lazy wrestling, toutes ces choses-là, tout le personnage qu'il a créé. Ce qui est chouette avec ce gars, c'est qu'il a créé plein de trucs à travers son personnage. Il utilise des prises parfois spectaculaires. Il utilise même le Superman Punch. Donc, je trouve que c'est un catcheur atypique. De là à le faire grimper, tu vois, dans le main event ou même sur le TNT Championship, je ne sais pas si c'est un pas que je franchirais en tant que booker. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il est comedy wrestler, mais alors en fait, je l'ai pas, franchement, je l'ai très peu vu, hein, comme catcheur. Mais j'ai l'impression qu'en plus, il y a pas un physique super impressionnant, tu vois? Autant pour on en Bah parlait tout non, à l'heure non, non, non. avec les Breezango, avec Tyler Breeze et surtout Fandango. Fandango, c'est un comedy wrestler, mais par contre, si tu veux qu'il fasse sérieux, il a le physique pour faire sérieux, tu vois? Orange Cassidy, j'ai l'impression que si tu enlèves la comédie, il reste plus grand chose, quoi, hein. Ouais, bah ouais. Ouais, ça sera un peu le problème de ce catcheur-là et de son personnage aussi, quoi. Donc, voilà, je sais pas vers quoi ils iront avec lui. Mais en tout cas, bon, quelque part, il n'est pas trop responsable de tout ça. Lui, après, il est venu faire le brawl, il est venu faire le job hein, à la fin, quoi. Hein. Il est venu Oui, s'attaquer oui, non, non, au c'est pas lui rival. qui a pourri la Tu vois, soirée, hein. voilà, il est venu pourrir la soirée à la fin. Et puis finalement, pour tout ce que nous avait fait subir Jericho pendant l'épisode, finalement, c'était pas si mal que ça de le voir prendre un Superman Punch de la part de Orange Cassidy, quoi. Voilà. Écoute, c'est sur ces saintes paroles que se termine cette review fleuve de NXT et de la AEW. Vous connaissez la procédure de la baston du mercredi. On va dorénavant, Papy et moi, nous vous donner notre vote. Alors, mon Papy, quel est ton vote? Qui, pour toi, a gagné cette baston du mercredi-jeudi entre la AEW et la NXT? Ah, je vais
fort embêté parce que tu vois, avant faire la review, je m'étais dit, bah, je venais de voir les AEW avec NXT, ça date un peu plus. Donc il y avait le sentiment que l'AEW c'était pas mal. Je me dis: «Tiens, c'est peut-être pour eux que je vais leur donner leur vote» et puis là, en faisant la review, je me rends compte que la fin était vraiment pas terrible, que le début, j'ai pas été exceptionnellement, ravi non plus. Bah, surtout avec toute la partie commentaires, ça m'a vraiment gâché mon plaisir du show. Voilà, donc par contre, j'ai bien aimé toute la partie Brody Lee, Lance Archer, la rivalité Moxley, tous ces trucs-là. Tout le noyau, on va dire, le noyau du show, le milieu du show était plutôt bien. Côté NXT, j'ai bien beaucoup aimé l'opener. Ça s'est un peu gâté par la suite et pareil, j'ai un match cruiserweight que j'ai pas du tout aimé. Donc du coup, voilà, j'ai 2 shows qui sont un peu, qui sont pas terribles, en moyenne. Donc si j'avais dû donner des notes, elles auraient pas été très élevées ni pour l'un ni pour l'autre. Et du coup, à la réflexion, bah, je donnais un match nul entre les 2 parce que, voilà, ils ont chacun eu des bons moments et d'autres moments vraiment bien plus faibles, en fait. Donc je choisis de pas les départager. D'accord, un match nul, tu en as tout à fait le droit. Voilà, comme ça, je te Ça laisse fait la responsabilité de les départager. Eh ouais, ça fait partie de la règle. Donc, et je suis un peu comme toi, je suis un peu partagé aussi. Bon, moi, j'ai été clairement déçu du main event de la All Elite Wrestling. Parce que voilà, laisser 7 minutes là, ce Guevara Matardi, bon voilà, moi j'attendais un peu autre chose quoi. Et en même temps, de l'autre côté, le main event de la NXT, c'était le tag team match des filles et c'était plutôt pas mal. Donc moi, le main event joue quand même pas mal, mais à côté de ça, effectivement, à NXT, on a eu des trucs aussi, voilà. Le Blackheart Mayhem Yadim, le Escobar Isaiah Scott, tout ça, c'était pas génialissime quoi. On a eu quand même une belle surprise avec la victoire des Breezango. Du coup, je suis assez partagé parce que à la All Elite Wrestling, finalement, j'ai plutôt bien aimé l'ensemble, à part le main event et puis effectivement Chris Jericho qui a été insupportable. Donc, je suis dans l'embarras de faire un choix et je suis pas loin du match nul aussi. Je suis pas loin du match nul aussi. Je suis pas loin, pas loin. Je suis quand même bien content du retour avec les Lucha Brothers, avec l'arrivée de Lance Archer. Je trouve qu'il y a de la matière. La Tag Team Division, elle est épaisse. À la All Elite Wrestling, il y a toujours le problème de la division féminine et ça c'est récurrent et ça quand même c'est un gros manque, hein. Vraiment la NXT est largement, mais à même des années-lumière là-dessus quoi. Vraiment la division féminine de NXT est beaucoup trop forte pour la All Elite Wrestling. Et bah écoute, ah là 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 là, ah bah les amis, j'ai rarement été aussi hésitant quoi. Ah, on est embêté, hein. Ah ouais, là je suis hyper emmerdé. Allez, je vais quand même prendre une décision parce que je vais pas vous faire poireauter des heures. Surtout que vous êtes peut-être dans votre train en train d'écouter ça. Allez, Allez, je donne un match nul. Je rejoins le papy avec mon tag team partner et puis merde, voilà quoi. Voilà, la famille. Je vais faire comme toi, je vais faire un match nul. Voilà. Parce que voilà, bah, c'est mais trop difficile à départager cette semaine. Et ça a été, et tu vas me le dire ce que tu en penses, mais pour tous les deux, de toute façon, je pense qu'on a trouvé que c'était 2 shows moyens. très moyen. Et d'ailleurs, voilà, c'est en fait, si je pouvais résumer, tu prends le début de NXT, le milieu de l'AEW ou la fin de NXT, tu aurais eu un bon show. Et par contre, voilà, ils ont chacun eu une bonne moitié à jeter, en fait, globalement. Ok. Eh ben voilà. Eh ben écoutez les amis, on est arrivé à une décision finale. Donc pour cette 13e édition de la baston du mercredi, on a un match nul. Et donc ce qui nous porte le scoring à 6 victoires pour la IW, 4 victoires pour la NXT et 3 matchs nuls. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment une vraie baston parce qu'il y a de l'indécision, il y a du changement chaque semaine. Dans les ratings, jusqu'à présent, c'est plutôt la IW qui fait la course en tête. Mais NXT a eu une bonne période, en particulier sur le début de l'été, où je crois qu'ils avaient gagné pendant 3 semaines consécutives la bagarre. Takeover leur a en plus apporté un peu de visibilité supplémentaire. Et comme ils avaient un Dynamite en face, bah, ça continue en fait cette rivalité entre les deux fédérations. C'est plutôt cool quoi, ça quand même, Papy. Ah ouais, non mais je pense et puis ça j'espère que ça les obligera à se faire des idées. Là, quelque part, on peut se dire que NXT, ils gagnent pas cette semaine parce qu'ils perdent, finalement leur main eventer quoi, avant le show. Donc ça les a pas aidés non plus quoi. Mais effectivement là, il faut sortir des idées et j'ai l'impression que l'AEW, bah, elle ose plus que la WWE pour l'instant. Là, on a vu le public qui est revenu. Alors qu'il était pas tout près, hein, qui était un peu plus haut dans les gradins, ça on l'a pas précisé, mais il était pas au bord du ring, c'était ringside, c'était vraiment les catcheurs et un peu plus loin en hauteur, c'était le public. Et donc voilà, donc bah, j'espère que ça continue à avoir de l'émulsion entre les 2 et que NXT va essayer d'améliorer son produit parce que
on en a parlé, il y a comme 2-3 trucs comme qui mériteraient d'être un peu plus travaillés quoi, côté NXT. D'accord, OK. Je t'ai Bah, troublé. ouais, ça m'a du coup, ouais, je t'écoutais et puis en fait, voilà. Donc du coup, voilà, écoute, hein, de toute manière, on y est. Voilà, on a un match nul pour cette 13e édition. Donc on se retrouvera certainement pour une prochaine. Mais en attendant, on va faire quelque chose que vous connaissez bien, les amis. On va faire l'autopromo. Ah la promo, Alors, les sous. oh oui, oh oui, oh oui, oui, faites marcher le business de la team Catch-Up. Alors, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, catchup.lepodcast.fr pour le site officiel. Vous nous retrouvez bien évidemment sur YouTube. Activez la cloche, abonnez-vous, laissez des commentaires. Vous pouvez nous rejoindre bien évidemment sur le Discord de Catch-Up si vous voulez un peu participer à l'aventure Catch-Up. Vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. Voilà, j'ai fait le tour. Mon bon papy, j'étais ravi de te retrouver pour cette baston du mercredi. Bah bien moi aussi, je me suis bien défoulé sur cette baston là, j'avais besoin là de dire des choses et je suis content que tu m'aies tendu le micro pour les dire. Voilà, tout à fait. La parole est donnée au chroniqueur de Catch-Up. Ainsi soit-il. Voilà, peuple de Catch-Up, on vous laisse là-dessus. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Bien évidemment, vous allez nous retrouver pour le SmackDown, pour la preview SummerSlam, les pronos, la review de SummerSlam, l'Euro de SummerSlam, qu'est-ce que je raconte, de Payback, pardon. Et back. La review de Payback, l'Euro qui suivra, et puis toute la vie qui suit à Catch-Up. Vous connaissez ça. On vous fait plein de bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut tonton. Et salut à Salut. tous. Salut peuple de Catch-Up. A little bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT. War Games. Bon, ça te dit qu'on règle les problèmes de la team Catch-Up avec une baston, avec une piscine de champagne et de jus d'orange? Ouais, je pense que il y a beaucoup de choses qui pourraient être réglées par ce biais. Alors, envoie-moi le champagne et je règle ça.